des cas qui relevaient de soins critiques, comme l'on dit, c'est-à-dire proches de la réanimation. Oui. Comme on a la chance d'avoir un beau service bien équipé en fluides médico-muraux notamment, nous avons utilisé ce service, d'autant plus qu'il était presque vide à ce moment-là. Nous l'avons vidé complètement, les enfants sont rentrés à la maison, et nous avons eu jusqu'à 6 patients pendant un certain temps dans ce service, qui a été restitué à sa destination d'origine, c'est-à-dire le service de pédiatrie, depuis le 18 mai. Elle a été aussi ce qu'on appelle bed manager, c'est-à-dire gestionnaire de lit paramédical, avec M. Taleb, qui était le médecin bed manager, Oui. pour justement orienter les patients, en fonction de la gravité du diagnostic, les orienter dans les services qu'on avait ouverts pour le Covid. Et Mme Reb était au charbon à ce moment-là, pendant toute cette période. Si vous pouviez me dire en 2 mots les points forts et les points faibles, les choses à garder comme ça en mémoire. Les choses à garder en mémoire, je pense que c'est surtout l'adaptabilité de l'ensemble du personnel soignant, médical, paramédical, en dehors du médical, de toute nature, de toutes sortes. Ça, c'est vraiment les points forts. C'est travailler ensemble et collectivement. Ça, c'est vraiment le point fort. C'est des choses qu'il faut garder en mémoire parce qu'on est capable de ça. Ça, c'est une grande force. Et ensuite, je pense la mise en place d'outils qui nous ont quand même permis de travailler, de mieux travailler et d'arriver à gérer certaines choses. Voilà, je pense que ces 2 axes-là. Vous étiez une équipe de combien ici? Alors, donc là, c'est vraiment le secteur des puères. Donc moi, j'étais vraiment détachée sur la gestion des lits. Oui. Donc j'étais plus du tout cadre de pédiatrie, puisque la pédiatrie avait été fermée, et transformée en unité de soins intensifs Covid. Donc pour l'unité de soins intensifs Covid, ils ont détaché un cadre formateur qui venait de l'IFC et de l'IFSI, oui. Voilà, qui autrefois faisait de la réa. Donc elle est venue encadrer l'équipe de puéricultrices qui n'était pas du tout formée à la réanimation, donc pour cette unité de soins intensifs. On a fait de notre mieux, je pense. On a essayé. On a eu du coup une équipe qui s'est montée en quelques jours avec des médecins de Saint-Avold, des infirmières qui venaient du CHS, un infirmier à la retraite. Donc on a vraiment créé une cohésion d'équipe, une équipe qui était très solidaire, très soudée, pour pouvoir au mieux soigner ces patients. En même temps, il y a la maladie, il y avait ce principe de tout temps de précaution, il fallait tout le temps prendre ses précautions, jamais rentrer comme ça, donc ça aussi. On a quand même mis aussi notre santé aussi un petit peu à rude épreuve là-dedans. Oui. On a fait pas mal d'heures sup. On a pris quand même des risques pour notre santé, des risques pour notre famille. Je pense que c'est le cas dans plein de services. Je pense que ça a été très dur psychologiquement. C'est possible qu'il va y avoir des retombées psychologiques dans quelques mois quand on vraiment va se rendre compte de ce qu'on a fait, ce qui s'est passé. On s'est dit, il faut, on est obligé, on ne peut pas rester là à rien faire. Donc on était volontaires pour faire ce service. Après, on espère maintenant avoir un retour aussi positif pour la pédiatrie, parce que les chiffres, on sait qu'ils ne sont pas bons. On sait que des chiffres qui ne sont pas bons, ça veut dire fermeture de lit, ça veut dire fermeture de service. D'accord. Je pense que la pédiatrie dans un établissement, c'est quand même le service cœur d'un hôpital. Pardon. Donc si celui-là, on le laisse mourir... D'accord. J'espère que tout le monde va maintenant nous soutenir, nous épauler, parce que on va se battre pour ce service comme on s'est battu pour tous ces patients. Donc j'espère maintenant que le gouvernement va vraiment enfin nous écouter, enfin nous apporter des solutions. Vraiment, on est fiers de tous ces personnels soignants, que ce soit les médecins, les aides-soignants, que ce soit les infirmiers, mais également de tous les agents que vous avez là, qui ont travaillé pour le nettoyage, pour les services administratifs. C'était une ruche. Il y a 2 choses pour lesquelles je voulais absolument venir. C'est effectivement, j'étais pendant toute la période du confinement et toute la période du plan blanc constamment en relation avec le directeur et c'est vrai que je compatissais et je savais exactement le travail que vous faisiez, que vous effectuiez dans des conditions pas faciles, ça je dois le dire. Et l'objet de ma visite, en fait, c'est d'une part de vous rendre hommage, parce que je considère qu'il faut le dire, mais qu'il faut avoir des actes pour, donc de vous rendre hommage, vous remercier tout simplement, en mon nom, en nom de je pense, tous les habitants de la circonscription, mais aussi pour parler de cette fameuse campagne qu'on a mis en place, ce fameux plan Ségur qu'on veut mettre, c'est plus un Grenelle, c'est un Ségur de la santé, où on veut vraiment tenir compte de vos expériences, de vos ressentis,
Et puis effectivement, parler, accentuer, accélérer en fait ce qu'il faut accélérer dans le système de santé, à savoir notamment les valorisations salariales. Ça c'est un fait, mais aussi peut-être voir le système, garder ce qu'on trouve bien. Donc après l'avantage, c'est que dans la mesure où ces secteurs-là, ces deux secteurs-là sont sur le même lieu géographique, on a pu très rapidement mettre des respirateurs dans toutes les chambres. Et donc on est passé des 8 jusqu'à 14. Parce qu'il y avait encore une chambre de salle de réveil, ça a été transformé. Donc le docteur Joubert, chef du service, le docteur, plutôt madame Grosse-Sylvie, Et la carte de de santé. service. D'accord. Donc voilà, donc on était passé à 14. À côté de ça, on a ouvert au niveau de la salle de réveil 7 lits de réanimation supplémentaire. C'était Donc on est arrivé à l'effervescence, 21. quoi, hein. Voilà, à 21. Et vous étiez à combien de soignants Donc les soignants étaient augmentés légèrement. Alors, on va dire. au plus fort, on est passé à 15 infirmières par jour, une dizaine d'aides-soignants, et puis on a eu des renforts des étudiants infirmiers aussi, de l'IFSI. Et je dirais que l'équipe a été aussi très réactive par rapport à la mise en place de ce que vous voyez. Là, on ne travaille pas du tout actuellement en temps normal de cette manière-là. Ils ont mis en place des isolements de manière très efficace, ce qui a permis de limiter complètement les contaminations au niveau de l'équipe de réanimation. Et c'était difficile parce qu'il faisait chaud aussi, hein, plus tout l'équipement, donc c'était assez fatigant. Oui. Mais d'inquiétude, non, en fait, parce que tout le monde était relativement bien protégé en réa. Et les deux infirmières qui ont été malades l'ont été parce qu'elles ont été contaminées par un patient c'était tout au début, on ne savait pas qu'il était contaminé. Mais après, on n'a pas eu de contamination liée à un manque d'équipement ou à de mauvaises manipulations. Avant, on ne savait pas jusqu'à quel niveau, est-ce qu'à un moment donné, on allait avoir des malades et ne plus pouvoir les prendre en charge, parce qu'on était au bord de la rupture à ce niveau-là. Hein. Mais s'il n'y avait pas l'aide, on va dire, des transferts en Allemagne, des transferts certains sur Metz, voilà, s'il n'y avait pas cette possibilité-là, il y avait un moment, vers début avril, on était sur le point de rupture. Ce qu'on voyait comme âge dans les lits, d'abord on disait toujours, ces personnes âgées, non, on a eu des personnes de la trentaine qui ont fini intubées. Donc, on a un gros travail aussi du SAMU, tous les SMUR qui ont fait le transfert, parce que nous, du coup, on a le retour, on va dire, il n'y a pas eu de perte de chance à cause du transfert. Je voulais effectivement voir un peu, j'ai attendu quand même que ça se calme au niveau de l'effervescence, au niveau de l'hôpital, pour voir un peu, pour rencontrer les personnels qui ont fait un sacré boulot et pour les remercier, puis aussi parce que j'ai envie de connaître un peu ce retour d'expérience, les difficultés qu'il y a eu, les côtés positifs aussi. Quand même des mois et des années que le corps médical lutte pour être reconnu et qu'on soit reconnu à notre valeur. Et oui, on aimerait bien que, malheureusement, à travers ce Covid, que tout le monde se rend compte que c'est un métier difficile et qu'on a besoin de personnel, qu'on est en manque quand même. Alors, ça fait 10 ans que j'exerce, j'ai fait quelques services, j'étais aide-soignante avant. C'est compliqué quand vous faites encore des toilettes jusqu'à 1h de l'après-midi et que parfois vous êtes seul pour un patient difficile à tourner, toute seule. Alors imaginez le patient qui souffre parce qu'on est toute seule et nous aussi. Alors le problème, c'est que j'entends ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec mais j'étais dans une commission sur l'accès aux soins et la lutte contre la désertification médicale. Et en fait, c'est vrai ce que nous disaient les ordres professionnels, notamment d'aides-soignants et d'infirmiers, c'est qu'il n'y avait plus assez de personnes qui avaient envie de faire ce métier-là. En fait, c'est pas qu'ils ne voulaient pas recruter, c'est qu'il n'y avait pas de recrues. C'est clair, il y avait des soignants qui avaient aussi de la famille malade, etc. Oui, ça aussi. Donc c'était assez tendu quand même. Non, mais chapeau, hein. J'arrête pas de le dire, au risque de me répéter, mais je trouve que c'est formidable ce qui a pu se faire comme ça, de manière finalement très spontanée. Quoi. Tout le monde s'est mobilisé quand même sans restriction. C'est ça qui est dingue, quoi. Tout le monde était d'accord, comme un seul homme. C'est vrai qu'il y avait des services qui étaient quand même plus impactés, comme la réanimation, etc., où il y avait vraiment des situations
difficile. Après aussi, on a dû faire des choix. Enfin bon, on est quand même une équipe. Oui. Donc après, il y a aussi l'esprit d'équipe qui a compté. On pouvait toujours demander des avis, voilà. Oui, Travailler en équipe, ça, c'est quand même un avantage quand même, hein, de pouvoir demander des avis, de faire des décisions collégiales, des choses comme ça. Le service a été transformé quelques semaines en service Covid. Oui. Hein, donc on avait le service qui était effectivement complètement avec des patients, uniquement des patients malades du Covid, et donc on a une période un petit peu délicate effectivement. Donc même pour vous, c'était complètement différent. C'était complètement différent parce que c'est quelque chose qui sort de notre spécialité, donc on devait faire appel à des référents, etc., pneumologues, maladies infectieuses. Et donc c'était un petit peu tendu, c'était effectivement physiquement et psychologiquement assez compliqué ces quelques semaines. Mais bon là, effectivement, on constate quand même que ça s'est amélioré quand même, à notre niveau en tout cas, puisque nous on n'a plus du tout de patients Covid. On sort d'une période un peu difficile là. Oui, je sais, effectivement. Donc là, ça se calme un peu d'un point de vue de l'épidémie, mais bon, on a tous les patients qui arrivent, qui n'ont pas de problème de Covid. Oui. Donc il y a certains patients qui ont un peu traîné, donc on récupère un petit peu des situations un peu problématiques, j'imagine. Un peu problématiques, oui. 2 mois à la maison, donc habitation. Ah là là. Ah, bien sûr, c'est ça le risque. C'est ça le risque en fait, c'est qu'il y a des opérations. Les gens diabétiques ou arthritiques, ils ont des soucis. Ils ne se rendent pas compte. Et ils viennent un stade tardif, donc on passe à l'amputation. Oh là là. Voilà. Oui, ça peut avoir des conséquences effectivement qui sont... Même la famille ne le voyait pas, donc les enfants ils ne vont pas leur père, donc c'est un peu difficile. Donc on a repris l'activité depuis le 25 mai, petit à petit, hein, donc les gens ne viennent pas consulter encore, ils ont encore peur, donc l'activité est encore au ralenti. Sentez-vous à partir de quel moment? À partir du moment où on a dit qu'il faut être confiné, quelques jours après? Ça a commencé, disons, la semaine d'avant. La semaine avant la mi-mars, juste avant le départ du confinement, on a senti que la situation s'aggravait très rapidement de jour en jour. On sentait qu'on allait vers quelque chose de très gros. Ouais. Et que là, on a dû quand même donc déjà là, se réorganiser. Cet espace-là, donc le garage qu'on a exploité avec des mesures de précaution et de sécurité qui sont adéquates, avec notamment une extraction d'air, et puis un espace dédié exclusivement Covid. Donc c'est donc notre zone de tri initiale pour les patients Covid. Les patients non Covid étaient accueillis par l'autre aile de l'établissement. Donc vu la modification du flux à l'heure actuelle, on persiste quand même avec un flux minimal d'une quinzaine de patients relevant potentiellement d'une infection Covid par jour. Mais ça ne justifiait plus pour l'instant d'avoir l'ouverture de cette structure. Donc on la garde en dur au cas où on puisse se retrouver avec de nouveau une deuxième vague. Par contre, pour l'instant, on a retrouvé un fonctionnement avec un sur le côté des urgences comme initialement prévu. Le bilan, c'est cette envie qu'ils ont tous eu d'être utiles, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les infirmiers et infirmières, que ce soit les médecins, cette équipe soudée qu'ils étaient face à un virus inédit, face à cette maladie, qui a fait que tellement de patients sont venus hospitalisés et beaucoup d'entre eux en réa et même dans des services où ils devaient être intubés. Donc c'est vrai, cette envie d'être utile, de travailler, d'aller de l'avant, d'être au front sans se poser de questions pour eux ou pour leur famille. Concrètement, qu'est-ce qui va découler de cette rencontre ? Alors c'est une rencontre, je voulais faire d'abord... Le fait que je vienne, il y avait 2 choses qui pour moi me paraissaient primordiales. La première, c'était de les remercier. C'était de leur dire toute la considération, toute la reconnaissance que nous avions pour eux, quel que soit leur statut, et que tellement c'était important pour nous. Et voilà, de leur dire ça, les remercier, leur rendre hommage. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je voulais avoir leur retour d'expérience parce que, comme vous le savez, on est dans le Ségur de la santé depuis le début de la semaine jusqu'à fin du mois de juin. Et c'est vraiment un moment où il faut faire le bilan de ce qui a été vécu, de ce qu'ils ont vécu, de ce que nous avons vécu, pour voir un peu ce qu'on peut garder, ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut enlever, ce qui est toxique ou délétère pour les métiers de soignants. La première chose, c'est qu'effectivement, et là je suis d'accord, et de toute façon je ne suis pas la seule, ça fait l'unanimité, le ministre pareil, c'est qu'il faut revaloriser
les métiers des soignants. Il est clair que l'aide-soignant, comme l'infirmier, comme le médecin qui arrivent dans les services, dans des hôpitaux publics, ne sont pas suffisamment payés et qu'il va falloir revoir l'attractivité des différents métiers, donc revaloriser les salaires, mais également voir la fidélisation dans ces métiers-là, c'est-à-dire pouvoir leur donner un parcours de vie professionnelle. S'ils ont envie effectivement d'avoir plus de responsabilités, c'est un tout et il faut commencer par ça. Ensuite, le deuxième point, c'est investir dans les hôpitaux, revoir le système de santé pour qu'effectivement on puisse, des fois qu'il y aurait une prochaine pandémie, un prochain virus, une prochaine maladie, qu'on puisse effectivement se souvenir de ce qui a été vécu là, en tirer les leçons et pouvoir gérer et anticiper davantage. Mais en tout cas, je trouve que c'est important de faire ce bilan-là, parce que c'est ce bilan-là qui va nous permettre effectivement d'avancer dans le système de santé que nous souhaitons pour améliorer les soins pour les patients, pour améliorer la qualité de travail pour les soignants.